Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, los que difundan nuestra programación, desde ya nuestro agradecimiento, de la misma manera que la gente que colabora con TLB1, también agradecemos enormemente e intimamos a muchos que puedan seguir colaborando con TLB1, especialmente los que no lo hacen. Debajo de este programa van a encontrar las plataformas en las cuales puede colaborar. También queremos decirles que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlb1.com. Ahí van a encontrar toda la programación desde el año 2012 que inauguramos este canal hasta la fecha. Y como siempre hacemos, ponemos este programa, y las redes sociales obviamente que están debajo de este programa, en la descripción. Y ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos que nos proteja, nos guíe, nos ilumine, especialmente en el trayecto de este camino del bien, la verdad y la belleza que tanto estamos empecinados en marchar. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema que tiene que ver con Rusia, las relaciones entre Rusia, ¿no es cierto? Estamos viendo una gran crisis bélica que se lleva a cabo en Ucrania. Obviamente hay diferentes posturas, hay diferentes visiones, hay presiones de todos lados y parece como una guerra que no encuentra su fin, por lo menos por enquanto. Yo creo que vale la pena tocar el tema de diferentes puntos de vista, ¿no? En este programa en particular vamos a tocar el tema a través de un gran amigo de Rusia, por lo menos francés, que ha trabajado profundamente en el tema de la paz, ¿no es cierto?, entre lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Para mí es un gusto compartir este programa y tocar este tema que creemos importante con un consultor político, ha participado en la Conferencia Internacional de Estudios Jurídicos, es graduado de Derecho en la Universidad de Bordeaux, en Poitiers, es consejero regional para diferentes sectores comerciales, es director general de Ediciones Flambeau, fue diputado regional, mandato cumplido del Frente Nacional. También ha sido consejero, y es consejero político de Marine Le Pen en política internacional, especialmente en su visión prorrusa contra el atlantismo, que originalmente su padre transitaba, presidente de una asociación humanitaria sobre los pequeños, ¿no?, los niños, en favor de los niños en Donbass, presidente del mismo instituto, es consultor, ¿no es cierto?, para diferentes medios de comunicación, el caso de RT en Francia, NTV, REN TV, ZDA Canal, que son, digamos, canales rusos, y también participa como consultor en TV Liberté en Francia, digamos que es un hermano nuestro francés. Ha publicado artículos, ¿no es cierto?, en lengua francesa de toda la problemática también rusa. Y recientemente está arribado a Francia, de haber participado en el Congreso Mundial de los Amigos de Rusia. Vamos a tratar con él vía Skype desde París, Francia, con el doctor Emmanuel Leroy. Bueno, estamos en conexión vía Skype con París, en Francia, con el doctor Emmanuel Leroy. Merci, monsieur Leroy, pour cet entretien. Merci à vous, merci à vous. Et salut à tous les amis d'Argentine. Merci beaucoup. Señor Letien, quisiera preguntarle varios temas que creo que son muy importantes en esta entrevista. Primero, usted es conocido como un especialista en Rusia. ¿Qué es lo que lo atrajo para estar envuelto en este tema? Vous êtes connu comme un spécialiste de la Russie. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Eh bien, écoutez, donc cet intérêt pour la Grande Russie remonte déjà aux années 80 du siècle dernier, durant la période que l'on a appelée la perestroïka. En effet, bien qu'en tant qu'ancien militant anticommuniste pur et dur, j'étais néanmoins fasciné par ce pays et je me suis bien rendu compte durant cette période de la perestroïka de Gorbatchev que la Russie n'était pas exactement ce que l'on nous en avait décrit. Et j'ai eu la curiosité de m'y intéresser de plus en plus par des lectures, des rencontres, des déplacements.
Et je me suis aperçu que ce pays était certainement un pays où se jouerait l'avenir du monde dans les années qui allaient venir, et mon pressentiment ne m'avait pas trompé. En effet, je considère que la chance qu'ont eu les Russes, c'est de vivre sous le régime marxiste pendant 70 ans, un peu plus de 70 ans, ce qui les a préservés de l'influence occidentale. Et de ce fait, ils ont pu éviter de connaître tout ce que nous avons connu en Occident en termes de dégradation morale, de dégradation des valeurs. Et de ce point de vue-là, la Russie a été moins touchée que l'Europe et le reste du monde par ce que l'on pourrait appeler la marchandisation du monde. Et de ce fait, ils sont moins fatigués, moins malades que ne l'est le reste de l'Europe, et sont en mesure aujourd'hui d'offrir une alternative crédible à l'influence occidentale et, pour parler plus clairement, à l'influence anglo-saxonne. ¿Cuál es su visión sobre la intervención rusa en Ucrania, ¿no? ¿Cuál es su visión personal? Quelle est votre vision sur l'intervention russe en Ukraine? Comment la jugez-vous? Alors écoutez, c'est une longue question parce qu'elle est très complexe sur le plan politique, sur le plan historique, et il convient de revenir aux origines. Il est évident que sur le plan ethnique, il n'y a pas grande différence entre ce que l'on appelle les Ukrainiens et les Russes. C'est indubitablement le même ethnos, c'est la même racine, de manière absolument indubitable. Mais il faut distinguer en Ukraine l'extraordinaire hétérogénéité de ce pays, qui est composé de dizaines de nationalités différentes, enfin de peuples différents. Il y a bien sûr ce que l'on peut appeler stricto sensu des Ukrainiens, mais ils ne sont pas majoritaires. Il y a des Ruthènes, il y a des Roumains, il y a des Hongrois, il y a des Polonais, il y a des Juifs, il y a des Russes, bien évidemment, il y a des Ruthènes, il y a encore des populations de type tzigane. Donc l'Ukraine n'est pas du tout un pays homogène, comme on voudrait nous le faire croire. C'est un pays beaucoup plus complexe et qui n'a pas d'unité ni linguistique, ni ethnographique, ni ethnologique. Et de ce point de vue-là, c'est un pays compliqué. Alors concrètement, l'Ukraine est effectivement le berceau de ce que l'on a appelé jadis la Rousse de Kiev, c'est-à-dire que c'est dans cette partie du monde que s'est créé le monde russe, à proprement parler, et l'ensemble des Russes aujourd'hui considèrent toujours la ville de Kiev comme la mère de toutes les villes russes. Et il y a une extraordinaire intrication de liens culturels, familiaux, historiques entre l'Ukraine et la Russie, et il est une évidence pour ceux qui s'intéressent à cette région du monde qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux peuples qui sont véritablement très proches l'un de l'autre, et que les Américains et les Anglais, donc d'une manière générale, ont tenté depuis des décennies de diviser pour enfoncer un coin dans l'unité du monde slave, de manière à poursuivre le but qu'ils se sont donné. Je parle bien des anglo-saxons, et ce but, c'est la conquête de la Russie. Il faut toujours garder présent à l'esprit que dans l'esprit des élites anglo-saxonnes, il y a cette volonté de conquérir le Heartland, ce que Mackinder a appelé le Heartland, et le Heartland, c'est indubitablement la Moscovie, c'est-à-dire c'est vraiment le monde russe par excellence. Et, comment dirais-je, Zbigniew Brzezinski, le géopolitologue américain d'origine polonaise, avait bien écrit dans son célèbre livre Le Grand Échiquier que c'était en attaquant l'Ukraine que l'on pourrait faire tomber la Russie. Et c'est vraiment comme cela qu'il faut comprendre l'origine ancienne de ce conflit. Et aujourd'hui, en ce qui concerne, pour répondre plus précisément à votre question sur les conditions de l'entrée de la Russie en Ukraine, il faut bien comprendre que ce conflit, de manière récente, a démarré non pas le 24 février 2022, mais en 2014-2015, lorsque l'État ukrainien, après le coup d'État du Maïdan, a attaqué délibérément les populations russophones de l'Est de l'Ukraine et ont déclaré une guerre totale à ces républiques séparatistes qui refusaient, d'une part, de perdre leur langue
et d'autre part de passer sous le contrôle des extrémistes bandéristes qui font la loi aujourd'hui dans les instances dirigeantes ukrainiennes. Donc la Russie a été extrêmement patiente pendant ces 8 années de 2014 à 2022, où pour y avoir été moi-même une dizaine de fois dans le cadre d'une action humanitaire, je peux vous affirmer que tous les jours, ces territoires étaient bombardés et que tous les jours, il y avait des morts et des blessés parmi la population civile. Et donc, c'est suite à ces 8 années de bombardements incessants et très probablement pour devancer une opération offensive que l'armée ukrainienne devait initier, je pense, dans le tout début du mois de mars 2022, que la Russie a préféré prendre les devants pour éviter des massacres abominables de populations civiles. Usted estuvo varias veces en Rusia, en Donbass. ¿Cuál es el ambiente que se encuentra hoy en día en Moscú o en Donetsk, por ejemplo? Vous avez fait de nombreux séjours en Russie et dans le Donbass. Quelle est l'ambiance que l'on rencontre aujourd'hui à Moscou ou à Donetsk, par exemple? Bien, écoutez, les ambiances sont très différentes. Donetsk est indubitablement une ville qui est un territoire de guerre. Et aujourd'hui encore, donc tous les jours, cette ville est malheureusement bombardée de manière aveugle, parce que ce sont des bombardements qui visent délibérément les civils. Et donc l'ambiance à Donetsk est une ambiance assez particulière, donc d'une ville ça ne ressemble pas à Stalingrad, ce n'est pas une ville complètement détruite sous les bombes, mais c'est une menace permanente. À tout moment et à n'importe quel endroit peut tomber une bombe et tuer des femmes, des enfants, des vieillards ou des personnes qui passent. À Moscou, au contraire, la situation n'a absolument pas changé. L'ambiance est, à mon avis, tout à fait comparable à celle que l'on peut trouver aujourd'hui à Paris ou à Buenos Aires, c'est-à-dire une ambiance calme, de ville dynamique, de ville en plein essor économique et qui ne souffre absolument pas des conséquences de la guerre. Maintenant, mon sentiment est que nous n'en sommes qu'au tout début de cette guerre civilisationnelle, de cette guerre totale qui se déroule entre la Russie et l'Occident sous domination anglo-saxonne, et il est très possible que dans les semaines ou les mois qui viennent, la situation, y compris à Moscou, devienne de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, la situation est calme dans la plupart des villes de Russie, à Moscou ou à Vladivostok, et la situation est totalement sous contrôle. Je pense d'ailleurs, pour aller au fond de votre question, que la grande recherche de Vladimir Poutine dans cette guerre est de tout faire pour que la situation sociale et économique reste stable. Parce que je pense que les dirigeants russes ont parfaitement compris que cette guerre qui se déroule aujourd'hui est une guerre totale et qu'elle se déroule aussi bien sur le front, avec les tanks et les canons, qu'à l'arrière, où il est très important que la situation reste sous contrôle et que non seulement l'économie fonctionne, mais que surtout la société civile, ne se laisse pas influencer par les campagnes de désinformation qu'il est très facile de faire aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux. ¿Cómo explicaría usted las numerosas sanciones contra Rusia, que creo que fueron más de 14.000, que el sistema económico y financiero ruso no haya colapsado? Comment expliquez-vous que malgré le nombre délirant de sanctions portées contre la Russie, plus de 14 000 à ce jour, le système économique et financier russe ne se soit pas effondré? Vous posez là une excellente question et c'est la réponse à la longue attente que la Russie a expérimentée entre 2014 et 2022. Il est évident que les accords de Minsk ont servi à préparer l'armée ukrainienne à se renforcer et à devenir une menace pour les populations russophones de l'Ukraine. Mais dans le même temps, la Russie s'est préparée non seulement militairement, mais également financièrement et économiquement. Et je pense que c'est là la grande habileté du Kremlin, c'est d'avoir travaillé durement, je crois, pendant toutes ces années pour créer les instruments, notamment monétaires, mais pas uniquement, qui aujourd'hui permettent à la Russie d'offrir une résilience à laquelle l'Occident manifestement ne s'attendait pas. Et pour aller plus avant dans mon analyse de ce conflit, je pense qu'il y a eu dès le départ une double méprise. Je suis à peu près convaincu que lorsque la Russie
a lancé son opération militaire spéciale le 24 février, elle était convaincue qu'il y aurait en interne une espèce de rébellion, un coup d'État peut-être, dans lequel M. Medvedchuk donc, était probablement destiné à devenir le futur dirigeant. Et la Russie était convaincue ou a été abusée par les services spéciaux occidentaux qu'elle était en mesure de faire tomber le régime de M. Zelensky. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'intervenant dans l'urgence, elle intervient avec une disproportion de moyens absolument phénoménale. D'après tous les experts, on considère que la Russie a attaqué avec l'équivalent d'un homme contre deux, c'est-à-dire 150 000 hommes contre 300 000 hommes qui étaient à l'époque sur le dispositif de défense ukrainien, ce qui ne s'est jamais vu en matière stratégique. Et là, je pense que les Russes ont été clairement désinformés et ont subi un échec. Mais dans le même temps, et sur un autre plan, la Russie a déjoué tous les plans occidentaux en démontrant sa capacité à résister à, comme vous l'avez dit, cet énorme flot de sanctions phénoménales qu'on n'avait jamais vu appliquées dans le monde à aucun pays. Et les mécanismes de défense qu'ils ont mis en place, l'extraordinaire habileté diplomatique de la Russie d'aujourd'hui sous l'égide de M. Lavrov a permis de contourner ces sanctions par l'établissement de relations étroites avec des pays qui sont restés neutres, ou qui soutiennent discrètement même la Russie dans cette épreuve. Et je crois d'ailleurs à cet égard que l'Amérique du Sud a un rôle à jouer pour justement profiter de ce dévoilement de situation géopolitique, de ce bouleversement tectonique sur le plan géopolitique, pour jouer elle aussi la carte de ce que l'on pourrait appeler une recomposition du monde qui pourrait se faire par une opposition d'un mouvement des non-alignés contre la domination occidentale. Et de ce point de vue-là, je pense que des grands pays comme l'Argentine ou le Brésil ont une carte extraordinaire à jouer pour tenter de sortir de la domination culturelle américaine en ce qui vous concerne. Y en esto, ¿cuál es el objetivo de Occidente en esta guerra, en Ucrania especialmente? Quel est le but de l'Occident dans cette guerre en Ukraine? Alors, je pense qu'il est double. Il est d'une part donc de vouloir, bien évidemment, gêner, affaiblir, saigner la Russie, comme l'ont dit un certain nombre de responsables états-uniens. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, basique. Le deuxième, qui est plus profond et plus existentiel de mon point de vue, c'est la volonté de s'affirmer comme le maître du monde de manière continue et de ne pas perdre la main. Car ce qu'il faut bien comprendre dans ce conflit, c'est que d'une manière claire, la Russie s'est levée et a dit à l'OTAN et à leur maître politique anglo-saxon, nous n'acceptons plus votre domination. Et c'est la première fois que l'Amérique est ainsi défiée dans sa volonté hégémonique. Donc il est évident que les Américains ne peuvent pas accepter cette rebuffade, ne peuvent pas accepter d'être défiés par la Russie qu'ils considèrent comme un pays station-service, comme ils le disent, et ils ont un besoin impératif de gagner cette guerre, sauf à être complètement marginalisés dans les décennies qui viennent. C'est-à-dire que pour eux, s'ils ne parviennent pas à gagner cette guerre d'une manière ou d'une autre, le monde entier, et c'est ce que l'on commence à voir, le monde entier s'apercebra que la puissance américaine n'est qu'une puissance d'un tigre de papier. Doctor Lorea, quisiera saber ¿cuánto tiempo cree que se extenderá esta guerra en Ucrania? Emmanuel, il y aura toute une série de questions brèves, qui vont te paraître peut-être un peu décousues, mais qui seront éventuellement remontées. Il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de faire des réponses extrêmement longues. Combien de temps pensez-vous que cette guerre va durer? Alors, il est très difficile de répondre à cette question. Tout va dépendre de la capacité de résistance de la société ukrainienne et de l'armée ukrainienne. J'ai tendance à croire que les moyens qui ont été mis en œuvre par l'armée russe peuvent parvenir dans les prochaines semaines à un effondrement du front ukrainien et à une cessation des hostilités
qui serait parallèlement imposée par les parrains occidentaux à M. Zelensky. Donc il est très possible que la situation militaire non pas s'arrête définitivement, mais soit gelée dans les prochaines semaines, de manière à trouver des compromis diplomatiques sur d'autres terrains de chasse. ¿Y usted cree que este enfrentamiento podría escalar a un nivel nuclear, a un enfrentamiento nuclear? Pensez-vous qu'il y ait une possibilité d'emploi de munitions nucléaires au cours de ce conflit? Alors ça, malheureusement, c'est effectivement une très grande crainte, puisque le Royaume-Uni a annoncé la livraison de chars Challenger 2 qui utilisent des munitions à l'uranium appauvri. Et sachant que ces munitions ont déjà été utilisées non seulement pendant les guerres de Serbie, mais également en Irak, en Libye et en Syrie, il est à craindre que ces munitions soient déjà sur place en Ukraine et soient peut-être utilisées lors de la prochaine contre-offensive ukrainienne tant annoncée. C'est effectivement un risque majeur car, comme vous le savez, ces munitions ne sont pas uniquement très efficaces contre les blindages des chars, elles laissent également des poussières radioactives pendant des millénaires sur le terrain où elles ont été utilisées et conduisent, comme nous l'avons vu en Serbie ou en Irak, à des mortalités dues à ces problèmes oncologiques qui se déroulent durant des dizaines d'années après le conflit. Donc je suis effectivement très inquiet quant à la présence de ces munitions et à la capacité des anglo-saxons de les utiliser par le biais de l'armée ukrainienne. Non, mais je peux donner une autre réponse. Donc, le risque effectivement d'explosion nucléaire sur le sol ukrainien est malheureusement possible, mais pas de la part de la Russie. Je suis à peu près convaincu que la doctrine d'emploi nucléaire russe reste une doctrine d'emploi parfaitement établie et qui s'interdit d'utiliser l'arme nucléaire en première frappe, y compris d'ailleurs des armes nucléaires tactiques. Donc, de ce côté-là, la doctrine russe, à mon avis, n'a pas changé. En revanche, ce que l'on sait de manière certaine, c'est que l'Ukraine, avant le 24 février, disposait de dizaines de tonnes de plutonium, ce qui a été confirmé par M. Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale d'énergie nucléaire, qui lui-même, à Davos, a reconnu que l'Ukraine disposait de cette capacité de fabriquer des bombes nucléaires et qu'il est très possible que la volonté rapide, urgente pour les Russes d'intervenir était de mettre un terme à cette capacité de production. En revanche, pour le camp occidental, compte tenu du fait que de l'éloignement géographique notamment des États-Unis par rapport au territoire ukrainien, je crois qu'ils n'auraient aucun scrupule à utiliser, si besoin était, même de manière provocatrice, avec des bombes sales, ils pourraient parfaitement utiliser l'arme nucléaire pour tenter de l'emporter sur le terrain. Je crois que la réalité est que les anglo-saxons n'ont strictement aucun scrupule pour l'emporter et que pour eux, tous les moyens sont bons, y compris l'utilisation de l'arme nucléaire. Ils l'ont déjà montré dans le passé, en 1945, au Japon. ¿Cómo evaluaría, o por lo menos recientemente hubo un encuentro entre el presidente Putin de Rusia con el presidente chino Xi Jinping? Y quisiera saber qué evaluación usted puede obtener de ese encuentro y si hubo temas de, llamémoslo, de preponderancia en esta alianza ruso-china. Récemment, les présidents Poutine et Xi se sont rencontrés à Moscou. Comment évaluez-vous cette rencontre et quels rapports de force sont-ils nés de cette rencontre? Alors c'est effectivement une rencontre importante puisque de manière évidente, elle signifie que l'alliance russo-chinoise est toujours en place malgré le conflit et que toute la stratégie des anglo-saxons qui, depuis des décennies, a toujours joué la carte de la division entre la Chine et la Russie, toute cette stratégie est tombée à l'eau depuis une dizaine d'années, et je le crois plus particulièrement grâce à la relation particulière existant entre Vladimir Poutine et Xi Jinping,
qui sont indubitablement des hommes qui se sont fait confiance et qui sont prêts à mettre un terme à la domination états-unienne sur le reste du monde, notamment par le biais de la dédollarisation qu'ils ont largement commencé, puisque a été annoncé lors de cette visite de M. Xi Jinping à Moscou, a été annoncé que une partie des échanges entre la Russie et la Chine se ferait dans les monnaies nationales, à savoir le rouble et le yuan, et c'est une véritable déclaration de guerre aux États-Unis. Donc cette rencontre était importante, elle était d'autant plus importante que depuis le retour de M. Xi Jinping à Pékin, il a refusé tout entretien, même téléphonique, avec M. Zelensky, indiquant par là clairement quel était le choix qu'il faisait. Donc c'est une rencontre historique, c'est une rencontre qui, de mon point de vue, signifie très clairement la fin de la domination du monde anglo-saxon sur les affaires du monde. Y en base a este encuentro que bien explicaba usted, ¿cómo cree que se reordenaría el tablero geopolítico mundial? À la suite de cette rencontre et d'autres événements liés à cette guerre, comment pensez-vous que va se réagencer l'équilibre géopolitique mondial? Alors ça, c'est une grande question donc, qui relève un peu de prophétie, et je ne suis pas prophète, mais je pense que raisonnablement, on peut considérer que nous assistons en ce moment, et ce sont des moments historiques, nous assistons à la fin de l'hégémonie anglo-saxonne sur le monde. De ce point de vue-là, il y aura certainement une recomposition. Donc le choix qui s'offre à nous, le choix qui s'offre au monde aujourd'hui, c'est le choix entre l'unipolarité sous domination états-unienne ou multipolarité sous la domination de personnes. Car ce que proposent de manière tout à fait naturelle et organique, j'allais dire, ce que proposent les Chinois et les Russes au reste du monde, c'est l'alternative multipolaire qui consiste à dire nations de tous les pays, vivez comme vous l'entendez. C'est ça la véritable alternative à ce qui se dessine aujourd'hui. Et je crois qu'il y a véritablement une opportunité pour l'ensemble des pays du monde aujourd'hui à rejeter le joug anglo-saxon, le joug de la finance mondiale, le joug de la domination culturelle états-unienne, et à rejeter leurs valeurs délétères, à rejeter leurs valeurs de destruction qui visent littéralement à détruire les nations. Donc il est difficile de prévoir comment le monde va se réorganiser, mais là en tout cas, il y a de manière évidente une opportunité de redéfinir l'avenir de ce que sera notre monde, et pour ceux de nos descendants qui le connaîtront, de connaître un nouveau monde qui permettra de sortir de cette unipolarité qui n'est qu'en fait le mot déguisé pour ne pas parler de dictature mondiale. Donc voilà l'opportunité qui s'offre à nous, mais la partie n'est pas gagnée. Je pense que les années qui vont venir seront difficiles pour tous les pays du monde, car il est évident que jamais les anglo-saxons qui visent à cette domination, à cette gouvernance mondiale, comme ils disent, jamais ils n'abandonneront sans se battre. Et donc, comme ils disposent de moyens absolument colossaux, que ce soit sur le plan financier, militaire, technologique ou autre, il est évident que la bataille qui vient de commencer sera difficile, et tous les pays du monde en subiront d'une façon ou d'une autre les conséquences. Monsieur Leroy, nous voyons un corte comercial. À nous retourner une minute, s'il vous plaît. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida con Emmanuel Leroy desde París, Francia, hablando sobre esta temática Rusia, especialmente también con Europa. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Emmanuel Leroy, diputado mandato cumplido del Frente Nacional y actualmente un gran conocedor en la política internacional, especialmente de amigos de Rusia, llamémoslo. Monsieur Leroy, quisiera que nos dijera, por ejemplo, en este caso, Rusia, Xi Jinping, en su alianza, ¿qué espacio usted cree que ocuparía Rusia? Hablo desde el punto de vista, podríamos decir, comercial, o el poder militar, o a través del dólar norteamericano, que sigue siendo un instrumento de poder. Le monde actuel est dominé par le pouvoir militaire, économique et financier des États-Unis, que ce soit dans les échanges de marchandises, les échanges de toute nature. Comment la Russie peut-elle jouer sa propre carte dans un monde qui est encore aujourd'hui dominé par les États-Unis et l'Occident en général? Je répondrai à cette question sur le plan suivant. La Russie est probablement le pays le plus riche au monde. D'abord par son étendue et par les quantités absolument infinies de richesses dont elle dispose. Car il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une immense partie du territoire de la Fédération de Russie est inconnue, est terra incognita, qui n'a jamais été explorée sur le plan géologique pour en connaître les richesses minières. Donc, de ce point de vue-là, même si le PIB de la Russie est 10 fois ou 15 fois plus faible que celui des États-Unis, en termes de richesse réelle et en termes de parité de pouvoir d'achat, la Russie n'est pas dans les profondeurs du classement en 15e ou 20e position, elle est beaucoup plus proche du sommet et elle se placerait aujourd'hui, d'après certaines estimations, au 6e rang mondial devant l'Allemagne. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Concernant le reste de votre, enfin, la suite de votre question, comment se positionner face à l'hyperpuissance économique et financière américaine, la Russie est probablement le seul pays au monde à pouvoir pratiquer l'autarcie des grands espaces. Elle dispose en elle-même, elle dispose chez elle de toutes les ressources dont elle a besoin. Bon, à la rigueur, il lui manquera les bananes et le cacao, mais tout le reste, tout ce qui est essentiel à sa survie, elle en dispose. Et elle dispose également d'une arme qui, à mon avis, va devenir fondamentale dans les années qui viennent, qui est l'arme céréalière, l'arme agro-industrielle, dans la mesure où la Russie est devenue aujourd'hui l'un des plus importants producteurs de céréales au monde et a la capacité de nourrir à peu près la moitié de l'humanité à elle seule. Et de ce point de vue-là, elle va occuper un rang déterminant dans la géoéconomie mondiale, elle l'occupe déjà, mais ce rôle sera, à mon avis, amplifié dans les années qui viennent. Et pour répondre au fond à votre question sur cette alternative à la domination anglo-saxonne aujourd'hui, je pense que nous allons voir, avec la dédollarisation du monde à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, nous allons probablement voir la fin de l'hégémonie américaine, la fin de l'hégémonie du dollar. On l'a vu notamment avec le ralliement spectaculaire de l'Arabie saoudite sur les positions russes
en ce qui concerne le pétrole, et un ralliement allant jusqu'à proposer la candidature de son pays, donc M. Mohamed Ben Salman, proposant la candidature de son pays à l'adhésion des BRICS. Et depuis le conflit, depuis un an que ce conflit est ouvert, plus d'un an maintenant, il y a plusieurs pays importants dans l'économie mondiale qui ont demandé à rallier cette entité que sont les BRICS ou qu'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Et très clairement, ces deux organismes sont indubitablement des organismes de substitution, de remplacement des organismes occidentaux existants, et ils ont pour vocation à définir la future architecture mondiale d'organisation du monde, et des pays importants comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Égypte et d'autres encore donc, ont fait acte de candidature pour rejoindre ce monde-là, qui est en quelque sorte le futur monde de la multipolarité. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Amérique du Sud, et l'Argentine en particulier de M. Fernandez, a un rôle historique à jouer, car l'Argentine est un pays important dans l'équilibre du monde, et notamment du monde sud-américain. Et je crois qu'une initiative diplomatique de ce type, qui consisterait donc à jouer cette carte de la multipolarité, serait une ouverture majeure pour amplifier le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. Y con relación a esto que acaba de decir, pregunto, el euro tiene la presión de varios lados, el dólar por un lado, el rublo por el otro y el yuan por el otro. ¿Qué existencia o qué fortaleza puede mantener el euro? On se pose la question dans le contexte actuel avec le dollar d'un côté, le rouble de l'autre et le yuan pour finir. Quel espace vital reste-t-il pour l'euro? Je crois que l'euro était une monnaie intermédiaire, une monnaie de substitution aux monnaies nationales européennes, et cette monnaie était destinée à favoriser l'intégration européenne entre les années 80 et les années 2020. Mais soyons clairs, donc l'euro n'était pas une monnaie véritablement autonome, c'était une monnaie qui était subsidiaire, subordonnée au dollar, qu'elle n'a jamais concurrencé, car il n'a jamais été présent dans l'esprit des anglo-saxons qui ont été les véritables créateurs de cette Union européenne. Il n'a jamais été dans l'esprit que l'euro puisse devenir la monnaie d'une entité européenne puissance. Je dirais même que, bien au contraire, l'Union européenne a été la volonté de réduire l'Europe à une fonction purement économique et en aucun cas géopolitique ou historique. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'Europe sera très probablement, l'euro sera très probablement une monnaie qui est appelée à disparaître dans l'effondrement financier auquel nous allons assister, à mon avis, dans les semaines ou les mois qui viennent. Esta situación que habla, sin duda, frente a estos poderes que funcionan, ¿no?, en Europa, sin duda, ¿qué beneficio o qué terror genera Europa la presencia de Rusia? Es decir, ¿Rusia es un beneficio o es un fantasma que aterra a Europa? ¿Por qué? Aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle existe se trouve face à une Russie rétive et résistante. Pour les Européens d'aujourd'hui, quel rôle joue la Russie? Celui d'un épouvantail ou d'une espérance? Il faut distinguer donc parmi les Européens, ceux qui sont lucides et ceux qui sont victimes de la propagande. Il faut bien comprendre que depuis des années, nous sommes en Europe, mais dans le reste du monde aussi, quoique dans une moindre mesure. Nous sommes victimes de la propagande anglo-saxonne, qui est aujourd'hui, dans le cadre de ce conflit, une propagande ukrainienne, otano-ukrainienne absolument caractéristique. Donc, parmi les élites françaises ou européennes lucides, il y a une proportion, à mon avis, croissante de personnes qui sont conscientes que la Russie est la véritable porte de sortie pour achever l'hégémonie anglo-saxonne, pour sortir de l'hégémonie anglo-saxonne. Maintenant, il est évident que la totalité des médias
principaux, des médias mainstream, étant sous le contrôle de la pensée unique, de l'orthodoxie anglo-saxonne, si je puis dire, il est évident que la majorité du peuple français entend la propagande otanienne tous les jours et sont convaincus désormais que la Russie est l'axe du mal, que la Russie est un monde de barbares, de massacreurs et de gens qui mangent des petits-enfants. Mais ça, c'est le même type de propagande de guerre que celle que nous avons connue pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est-à-dire que l'ennemi est désigné de manière systématiquement négative, de manière à entraîner l'adhésion des populations contre l'ennemi qui est désigné. Recientemente en esta entrevista usted mencionaba mucho las relaciones o de alguna manera la intervención de Brasil, Argentina, en fin. ¿Cómo ve, no? ¿Cómo se da un fenómeno, por ejemplo, las relaciones ruso-hispanoamérica, ¿no? Venezuela, Argentina, Brasil, tal BRIC, de alguna manera, México, como que estas relaciones van en crecimiento frente a las tradicionales relaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué cree que se da este fenómeno de acercamiento a Rusia o Rusia a Hispanoamérica? Depuis très longtemps, les relations diplomatiques entre l'Amérique hispanique et les États-Unis étaient le facteur dominant du continent. Et progressivement, on remarque que les peuples se secouent et qu'on a davantage de liens et les relations avec la Russie se renforcent. Comment expliquez-vous ce phénomène? Il est expliqué donc par les conséquences de ce que j'ai décrit plus avant, c'est-à-dire que l'achèvement de la domination américaine se mettant en place, les peuples qui sont sous sa domination, les peuples d'Amérique du Sud qui subissent la doctrine Monroe depuis le siècle dernier, enfin depuis même le 19e siècle, il est évident que la tendance à l'émancipation de ces peuples se fait jour. Si vous le permettez, j'aurais souhaité, pour illustrer ma réponse à cette question, j'aurais souhaité vous lire un court extrait d'un livre d'un général américain écrit dans les années 30 et qui résume ce qu'a été la politique des États-Unis pendant des années, particulièrement en Amérique du Sud, mais également dans le reste du monde. C'est un extrait assez court, mais je le crois important dans le cadre de ce débat, de cette entrevue. Donc l'ouvrage s'appelait War is a Racket et il s'agit d'une autobiographie du général Smedley Butler. C'est un livre qui a été publié à New York en 1935. Je vous cite un extrait de ce livre très court. « J'ai passé 33 ans et 4 mois en service actif au sein de la force militaire la plus mobile de notre pays, le corps des Marines. J'ai occupé tous les grades d'officier, de sous-lieutenant à général de division. Et durant cette période, j'ai consacré le plus clair de mon temps à servir le grand capital, Wall Street et les banquiers comme homme de main de haut vol. En bref, j'ai été un racketteur à la solde du capitalisme. C'est ainsi que j'ai contribué en 1914 à faire du Mexique et spécialement de Tampico un lieu sûr pour les intérêts pétroliers américains. J'ai aidé Haïti et Cuba à devenir des endroits suffisamment respectables pour que les hommes de la National City Bank viennent y gagner de l'argent. En 1909-1912, au Nicaragua, j'ai participé à l'épuration au profit de la Banque internationale Brown Brothers. En 1916, j'ai apporté la lumière à la République dominicaine pour le compte des intérêts sucriers américains. En 1913, j'ai fait en sorte que le Honduras soit mûr pour accueillir les compagnies fruitières des États-Unis. En Chine, en 1927, j'ai veillé à ce que la Standard Oil puisse vaquer à ses activités sans être inquiétée. Pendant toutes ces années, comme l'auraient dit les hommes attablés dans l'arrière-salle, les affaires ont superbement marché pour moi. J'ai été récompensé par des honneurs, des décorations, des promotions. Quand je regarde en arrière, j'ai le sentiment que j'aurais pu rendre quelques points à Al Capone. Au mieux, il ne pouvait pratiquer son racket que sur 3 arrondissements de la ville, alors que nous, les Marines, opérions sur 3 continents. » Fin de citation. Mais je crois que ça illustre bien ce qu'était l'idéologie anglo-saxonne, ce que j'appelle l'idéologie anglo-saxonne, qui est une idéologie de prédation, une idéologie qui est pour partie héritée je pense, donc de la piraterie qui opérait au large de l'Amérique du Sud
ou l'Amérique centrale au XVIIe et XVIIIe siècle. Muy interesante. Leroy, hay un tema relacionado que creo muy importante, que Occidente está de alguna manera subordinado al nuevo orden mundial. Y obviamente el nuevo orden mundial impone una agenda 2030, con lo que conlleva toda su perversión. El presidente Putin estaba más o menos alineado tiempo atrás y hubo un cambio del presidente Putin en este aspecto. ¿Qué postura ve ahora, o por lo menos qué lo hizo cambiar al presidente Putin de eso que era al hoy? Aujourd'hui, l'Occident est le bras armé du nouvel ordre mondial et à l'agenda de 2030 des objectifs sociopolitiques et toute la perversion qu'il transporte. Au départ, le président Poutine semblait un peu attiré par l'Occident et ses valeurs, mais il a rapidement évolué. Quelle posture aujourd'hui défend la Russie par l'intermédiaire de son président à l'égard de les choix de valeurs, les choix sociétaux que défend l'Occident? C'est une question très importante que vous posez là et qui me donne l'occasion de donner ma vision des choses, qui bien évidemment n'appartient qu'à moi, mais je crois que cette problématique très importante. De mon point de vue, lorsque Vladimir Poutine prend le pouvoir à l'extrême fin de 1999, la Russie est dans un état de délabrement politique, économique, militaire et financier total. Et il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine est un champion de judo. Et les techniques qu'il va utiliser sont des techniques d'accompagnement de son adversaire, considérant qu'il est infiniment plus fort que lui. Et je crois que toute l'attitude de Vladimir Poutine, qui n'est pas un homme seul, hein, donc il faut bien comprendre que Vladimir Poutine est l'incarnation d'une élite russe qui avait décidé de mettre un terme à la domination anglo-saxonne sur la Russie. Et toute sa politique a consisté de l'origine jusqu'à maintenant à se débarrasser de la tunique de Nessus de l'ennemi, mais sans jamais entrer directement en confrontation avec lui, de manière à éviter d'être laminé par une réaction trop forte. Tant que la Russie n'avait pas reconstitué son armée, reconstitué son arsenal militaire et développé des technologies militaires qui aujourd'hui la mettent probablement en situation de supériorité vis-à-vis de l'Occident, il ne pouvait pas se permettre de s'opposer trop fortement, trop directement à cet agenda 2030 et à tous ces organismes mis en place par l'Occident collectif, que sont les organisations internationales, donc que sont le FMI, la Banque mondiale, que sont l'OMS, et donc tout cela explique l'extraordinaire prudence avec laquelle les Russes ont réagi face à cette idéologie et à ces méthodes de l'Occident anglo-saxon, et s'explique jusqu'à ce 24 février 2022, date à laquelle, donc, si je puis dire, Poutine déclare ouvertement, désormais, on ne joue plus. Maintenant, donc, on se pense suffisamment fort pour s'affronter, y compris militairement, contre vous. Voilà. Mais toute cette patience, cette longue patience des années 2000 jusqu'à 2022, où on a du mal à comprendre pourquoi Poutine semblait jouer le jeu de Davos, pour faire court, eh bien, à mon avis, s'explique par la volonté de ne pas entrer en guerre trop rapidement quand la Russie était encore faible. J'ajouterai à cela, de mon point de vue, il y a un autre aspect qu'il faut considérer, et c'est celui que l'Occident collectif n'est pas un bloc monolithique. Il est divisé en de multiples parties, en de multiples cénacles, et qu'il peut se faire la guerre. Si l'on regarde par exemple les dernières années aux États-Unis, il est évident que Donald Trump, par exemple, incarne parfaitement l'hétérogénéité des États-Unis aujourd'hui par rapport au clan Obama-Clinton, Biden. Donc, de ce point de vue, ils se font une guerre mortelle, une guerre absolument existentielle. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a aujourd'hui dans le monde
néo-capitaliste, pour reprendre les termes de ce général de Marines, il y a aujourd'hui, à mon avis, au moins deux grandes tendances, ceux que j'appelle les archéo-capitalistes, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement les héritiers du capitalisme à la papa, si je puis dire, c'est-à-dire c'est Donald Trump et ses amis. En Europe occidentale, c'est par exemple le capitalisme rhénan que nous avons en Allemagne. Tout ce capitalisme du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle, ce capitalisme-là qui gardait encore quelques reliquats de patriotisme et d'attachement à la nation, ce capitalisme-là est entré en guerre contre ce que j'appelle les néo-capitalistes, et qui sont aujourd'hui les promoteurs de la finance hors sol, c'est-à-dire qui a complètement coupé toute relation avec le moindre sentiment d'appartenance à un pays quelconque, et qui se considèrent comme chez eux à n'importe quel point de la terre, du moment qu'ils peuvent y transférer par la monnaie électronique leurs avoirs qu'ils ont par devers eux. Donc ce sont ces deux mondes qui s'affrontent. Et aujourd'hui, je pense que Poutine joue au camp capitaliste entre les archéo-mondialistes et les néo-mondialistes. Je pense qu'il y a véritablement une opposition forte dans laquelle la Russie et d'autres pays du monde, je pense que la Chine joue aussi cette carte-là, se sont engouffrés dans cette brèche pour jouer la confrontation entre ses ennemis. En base a todo esto que hablamos, ¿no? Quisiera saber las presiones que hay en general sobre Ucrania, Rusia, etcétera, tanto por parte de Occidente. ¿Cuáles son realmente las propuestas que hace Rusia para cesar la guerra? On est dans un déluge d'informations occidentales qui troublent les esprits et qui nous empêchent de connaître les véritables positions de la Russie. Est-ce qu'il vous serait possible de nous expliquer quelles sont les propositions concrètes que fait la Russie pour mettre fin à cette guerre? Alors, donc, la Russie a toujours été ouverte dès le départ à la cessation des hostilités, puisque, vous le savez, donc dès le mois de mars, il y a eu des entretiens qui ont eu lieu à Minsk, en Biélorussie, puis à Istanbul, où les Russes étaient prêts à un compromis qui aurait permis de parvenir à un règlement amiable apportant la paix pour l'ensemble des régions. Et il faut bien se rappeler que à l'époque, Zelensky et une partie de son état-major politique et militaire étaient parfaitement d'accord pour jouer cette carte de l'apaisement du conflit. Mais comme vous le savez, le jeu des anglo-saxons est de jeter de l'huile sur le feu, et immédiatement après les rencontres de Minsk, Boris Johnson est arrivé à Kiev pour interdire à M. Zelensky de poursuivre dans cette voie. Car, encore une fois, l'intérêt des anglo-saxons est de promouvoir cette guerre et, comme ils l'ont dit, de faire saigner les Russes. Donc, il y a clairement la volonté de la part de l'Occident d'empêcher toute mesure de paix. En ce qui concerne la volonté russe, je crois qu'ils l'ont très clairement exprimé dans le mémorandum qu'ils ont remis au mois de décembre 2021, avant les hostilités, et qui demandent tout simplement à ce que leur garantie de sécurité indivisible soit assurée. Si demain l'Ukraine était avec des garanties précises, si l'Ukraine offrait la possibilité donc de voisiner avec son grand partenaire russe de manière pacifique et neutre, je pense qu'il n'y aurait aucun souci pour le Kremlin d'accepter cette proposition. Le problème, c'est que, bien évidemment, les mentors occidentaux de M. Zelensky n'accepteront jamais cette proposition. Doctor Leroy, usted era amigo de Daria Dugina, la hija del filósofo Alexander Dugin, que fue asesinada el año pasado en un atentado con coche bomba. ¿Cómo explicaría usted su muerte, si se tiene conocimiento de sus asesinos, y cuál era el objeto? Vous étiez ami avec Daria Dugina, la fille du philosophe Alexandre Dugin, qui est un grand ami de l'Argentine et qui vient très souvent nous voir.
et Daria a été assassinée l'année dernière dans un attentat à la voiture piégée. Comment expliquez-vous qu'elle ait été tuée? Que recherchent ces assassins d'après vous? Alors ça, c'est effectivement quelque chose de dramatique. Donc, Daria Dugin, donc, la dernière fois que je l'avais vue, c'était en février, le 21 février 2021, où elle m'avait invité à Moscou pour une conférence sur la situation en Ukraine. C'est la dernière fois que j'ai vu Daria Dugin. Et votre question est importante parce qu'elle met l'accent sur une des grandes faiblesses de la Russie, qui est le domaine de la métapolitique et de l'idéologie politique d'une manière générale. Il faut bien comprendre que l'homme qui est à la tête de la Russie depuis bientôt 24 ans est un homme qui volontairement a refusé tout engagement idéologique de son pays de manière claire pendant des années et a joué la carte du pragmatisme en ménageant en permanence l'ensemble des acteurs idéologiques de la société russe. C'est la raison pour laquelle il avait à ses côtés aussi bien des personnalités comme Sergueï Glaziev, par exemple, qui est l'incarnation de ce que l'on pourrait appeler un patriotisme, un patriote clairement antilibéral et anticapitaliste, mais il acceptait d'avoir également à ses côtés un homme comme Alexei Koudrine, qui était l'incarnation du libéralisme le plus débridé. Et Vladimir Poutine, jusqu'à présent, n'a jamais voulu trancher clairement entre ces deux options. Et Daria Dugin a été éliminée, à mon avis, parce qu'elle incarnait cette nouvelle génération d'intellectuels, de jeunes intellectuels russes qui se sont engagés dans cette voie difficile en Russie de la pensée politique, tout simplement parce que ce secteur est totalement délaissé par les Russes, par les élites russes préfèrent aujourd'hui donc se destiner à des secteurs plus intéressants pour eux sur le plan financier. La pensée politique en Russie n'est pas gratifiante, ni gratifiée. Et de ce point de vue-là, il y a peu de gens qui y travaillent. Et Daria Dugin, comme son père, faisait partie donc de ces rares personnes qui avaient accepté de se livrer corps et âme à ce domaine, de manière un domaine essentiel, parce qu'il est évident que travailler à l'idéologisation du monde, et notamment du monde russe, est une nécessité impérative. Donc elle faisait partie de ces personnages clés qui, en Russie et sur la scène internationale, comme vous l'avez souligné, commençaient à jouer un rôle de plus en plus actif dans le monde des idées, notamment donc en Amérique du Sud, notamment en Afrique, ou dans des pays du Moyen-Orient, où elle était également présente et active. Elle nous avait accompagnés en 2019 dans un voyage en Syrie, où elle avait été une remarquable compagne d'équipée, donc très drôle, très agréable, très brillante à tout point de vue. Et donc elle incarnait cette nouvelle génération de jeunes intellectuels russes qui acceptent de mettre leur vie en jeu, de mettre leur vie en danger pour la reconstitution d'une pensée russe. Car c'est véritablement là, à mon avis, que les Russes sont les plus faibles, c'est qu'ils ont été tellement abîmés par ces 74 années de marxisme-léninisme, et tellement encore plus abîmés par ces... Oui. Donc Daria Dugin était véritablement donc une personne clé dans cette nouvelle génération des penseurs russes, pour le rôle qu'elle a joué sur la scène internationale, et pas seulement dans son pays, pour faire renaître une vision du monde alternative au système, mais pas seulement sous l'angle russe, dans une perspective tout à fait universaliste, dans laquelle aussi des peuples sud-américains, des peuples d'Afrique ou d'Asie pouvaient parfaitement se reconnaître. En développant cette stratégie multipolaire pour créer en quelque sorte, c'était ce dont elle parlait, une internationale des patriotes, c'était véritablement donc une militante révolutionnaire parfaitement active, et je pense qu'elle a été identifiée par ses ennemis, et ce n'était pas l'Ukraine, soyons clairs, c'était surtout des mandants d'Ukraine qui étaient à l'origine de cet attentat qui lui a coûté la vie. Je pense qu'elle a été parfaitement identifiée comme un élément très dangereux pour l'hégémonie anglo-saxonne. Et c'est la raison pour laquelle elle a été tuée, et probablement que son père était également dans le collimateur des assassins. La verdad que es criminal el asesinato de esta niña. Usted participó el mes pasado en Moscú en el Congreso como fundador del movimiento internacional filo ruso.
en el que participaron numerosos observadores del mundo, también de América Hispana o Iberoamérica. Primero, siempre se utilizaba el término América Latina, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? En este caso veo que han cambiado, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco esa visión y qué conclusiones tuvo este encuentro? Autre question importante, vous avez participé le mois dernier à Moscou au congrès fondateur du mouvement international des Amis de la Russie, auquel ont participé de nombreux observateurs du monde entier, y compris de l'Amérique hispanique. Qu'en avez-vous retiré? Eh bien, de mon point de vue, cette rencontre à Moscou était une rencontre véritablement historique, car elle signe pour la première fois depuis des décennies le renouement du monde russe avec la volonté d'affirmer sa parole. Je dis souvent que dans le monde, dans son histoire, la Russie n'a porté sa parole au monde que 2 fois. La première fois, c'était à l'issue des guerres napoléoniennes, lorsque Napoléon fut vaincu et que le tsar Alexandre Ier a développé l'idée de Sainte Alliance, qui était une première idée universaliste, humaniste, visant à éviter le retour de toutes les révolutions et de tous les bouleversements que la période révolutionnaire et napoléonienne avait apporté au monde. Donc là, ça a été la première phase de la pensée russe dans le monde. La deuxième a été paradoxalement inspirée par les idéaux de la Révolution française, et ça a été la promulgation de l'internationalisme prolétarien à l'échelle mondiale, mais qui d'un certain côté peut également s'analyser comme la volonté d'une politique strictement antilibérale et donc au fond anti-anglo-saxonne. Et aujourd'hui, la Russie, avec des personnalités comme Alexandre Douguine, et à l'occasion de ce congrès fondateur du mouvement international des russophiles, la Russie, pour la 3e fois, semble enfin vouloir prendre la parole pour offrir une alternative idéologique au monde. Donc c'est en ce sens que pour moi ce congrès fondateur, auquel effectivement ont participé plusieurs amis sud-américains, latino-américains, je pense notamment à Pepe Escobar, que je salue s'il écoute cette émission. Et donc cette rencontre était véritablement importante parce qu'elle a été lancée sous l'égide et en présence de son Excellence Sergueï Lavrov, qui a participé aux travaux constitutifs de ce congrès. Il y avait également la présence de Madame Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais également une annonce de Vladimir Poutine a été lue pour les congressistes, annonçant son soutien sans faille à ce mouvement international des russophiles. Donc de mon point de vue, même si la presse occidentale n'en a pas beaucoup parlé, je pense que c'était une journée historique. J'espère qu'il en sortira des propositions et des actions concrètes dans l'avenir, et que ce mouvement de russophilie qui se met en place débouchera sur des moyens, sur des actions qui permettront de travailler à la libération du monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin de se nettoyer, de se libérer de ces scories de ce système libéral dont nous subissons tous les conséquences, et j'espère que la Russie donc se donnera les moyens d'aider le monde libre à le redevenir vraiment. Gracias, Monsieur Leroy. Quisiera, como última pregunta, ¿no? Como conclusión, sabemos que ser amigo de Rusia o tener un acercamiento con Rusia o hablar de la paz, ¿no es cierto? Probablemente también contemplando los puntos de paz que propone Rusia, el sistema en general a uno le hace pagar, ¿no es cierto?, por estar en contra de Occidente. Le pregunto a usted, ¿tuvo que pagar algún precio personal por este acercamiento o hablar de la paz sobre el tema ucraniano? Emmanuel, la question est assez ouverte. Tu es le défenseur d'une vision de la Russie et des relations internationales qui est à l'opposé des intérêts de l'Occident. Or, tu vis en Occident. Donc, l'Occident déploie contre toi toutes ses armes.
L'idée, c'est que tu fasses le catalogue un peu larmoyant de tout ce que le système, toutes les misères qu'on t'a fait, à l'aéroport, à la banque, en fait. Montre comment le système déploie toutes ces petitesses pour te rendre la vie impossible et que néanmoins tu poursuis. Il est clair que lorsqu'on professe des idées telles que celles que je vous ai exprimées aujourd'hui, il est évident qu'aujourd'hui, quelqu'un comme moi est dans une situation de dissident par rapport à cette idéologie occidentale. Mais cette position de dissident ne se manifeste pas de la même manière qu'elle se manifestait dans les pays communistes au siècle dernier. C'est plus subtil. Mais pour vous donner un exemple concret, donc il y a maintenant presque un an, donc le 1er mai dernier, je devais participer à une opération humanitaire dans le Donbass et nous avons été arrêtés par les douanes et notre argent destiné aux enfants du Donbass, c'était vraiment de l'argent pour des opérations humanitaires, notre argent a été confisqué par les douanes françaises. De manière plus récente, nous avons eu depuis 2 années maintenant, depuis 3 ans, donc nous avons eu 3 banques successives qui ont cessé de travailler avec nous en fermant nos comptes. De manière encore plus, je dirais, perverse, il y a également les contrôles fiscaux qui sont faits contre nous pour nous empêcher de travailler et d'être dans une situation de travail normal. Donc voilà les armes qu'utilise le système, mais il ne faut pas non plus exclure, si la situation se durcit, qu'il y aura donc dans l'avenir des mesures plus difficiles, plus dramatiques. Je n'exclus pas des opérations d'élimination. Donc il est évident que l'ennemi auquel nous avons affaire est un ennemi puissant qui n'accepte pas l'adversité. Donc tant qu'elle est réduite et cantonnée à, je dirais, donc de faibles espaces, elle peut faire comme si ça n'existait pas, mais dans la réalité, donc, je crois que demain, nous pouvons assister à des emprisonnements ou à des mesures donc, encore plus dramatiques. Docteur Leroy, merci beaucoup pour cet entretien, long et plus entretien, mais très valieux pour le public argentin et hispano-américain. Merci beaucoup, c'est très valuable. Muchas gracias. Muchas gracias, muy atento. Gracias. Hasta la próxima. Merci beaucoup. Merci. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Creo que era muy importante traer una visión distinta de esta situación. Creo que escuchar las palabras de don Emmanuel Leroy ha sido invaluable. Por supuesto, dentro de las posturas que hay divergencia, tanto en nuestro país como en Hispanoamérica. Pero bueno, que vale la pena también escuchar, como bien se dice, la otra campana o la contracara. En eso estamos. Le agradezco mucho a Tristan Mordel, que fue uno de los intérpretes que ha trabajado aquí con nosotros, y por supuesto la presencia de todos ustedes acompañándonos en este programa. Los esperamos en otro encuentro de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.